Ah, et les geeks. Voilà, nouvelle vidéo. Mais là, Lolo, il est pas heureux, hein. Il est pas heureux, Lolo, parce que, imaginez-vous, il est en train de lire son, l'un de ses magazines préférés, hein, pour ne point le nommer l'écran fantastique. Donc ça, c'était celui de décembre. Donc voilà, Laurent Marve. Oh, merde. Pam pam pam. Donc ce qui est sympa dans l'écran fantastique, c'est qu'il y a énormément là, de brefs, de news, voilà, sur des petits films, voilà, sur des séries B, hein, internationales, hein. Et ça permet vraiment là de faire des découvertes et de suivre voilà, ce qui pourrait parfois être des pépites, hein. Donc j'adore vraiment dans l'écran fantastique le, voilà, tout ce qui est ciné-flash, hein, avec toutes ces petites infos là sur les films en production ou qui viennent de sortir. J'adore également les articles sur les rétrospectives là, sur les différents festivals. Il y a une partie que j'aime un peu moins, qui se trouve bon, ben, en fin de magazine, hein. C'est une partie qui est consacrée notamment ben, voilà, à rendre hommage aux personnes du monde du cinéma qui nous ont quittés. Et là, et ben là les amis, j'ai pris une sacrée claque. Je l'avais pas vu venir. Alors c'est vrai que j'avais perdu de vue ce réalisateur depuis un petit moment. Il était peu productif, euh, mais voilà, c'est un réalisateur qui a bercé toute une partie de mon adolescence, hein, et, et qui a réalisé ben, voilà, quelques films, hein, qui sont pour moi importants, hein. Alors bien sûr, vous le connaissez peut-être, hein, c'est voilà, Anthony Hitchcock. À ne pas le confondre avec Alfred Hitchcock. Alors, un réalisateur avec lequel j'ai toujours eu un petit souci, du coup, pour la prononciation. Voilà, c'est Hitchcock. Hitchcocks. Voilà, bon, bah, c'est pas. Pas un nom facile. Qui est malheureusement décédé le 9 octobre, à 64 ans. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Anthony Hitchcock, je pense qu'il y en a beaucoup. Euh, c'est donc un réalisateur britannique, hein, qui était également fils de réalisateur. Voilà, son père avait réalisé notamment un préquel au film Zulu. Bon, après, moi, j'ai pas vu personnellement là, de film de son papa, hein, Douglas Hiscox. Mais voilà, chez les Hiscox, c'est une affaire de famille, hein. Euh, le frère également est réalisateur aujourd'hui. Il a réalisé quelques petits films, hein, notamment The Storytellers avec Zach Galligan. On y reviendra sur Zach Galligan, qui est un acteur incontournable dans la filmo là, d'Anthony Hitchcock. Et James Hitchcock a également réalisé Les Démons du Maïs 3, qui, bon, qui est pas non plus un chef-d'œuvre, mais bon. Voilà, ça c'est pour les films, on va dire, qui ont le plus de notoriété. Après, il n'en a pas fait une bornée. Alors, euh, pourquoi Anthony Hitchcock? Alors, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'adore le cinéma bis, le cinéma de genre, et puis particulièrement, voilà, cette période bénie des dieux, hein, fin des années 70, milieu des années 90, et notamment bah, sur la période 83 à 93, il y a eu toute une mode de films, hein, d'horreur, d'épouvante, avec un esprit vraiment très, très spécial, hein, avec à la fois de l'horreur, de l'épouvante, mais
parfois aussi un peu de comédie. Donc c'est l'époque des Retour des morts vivants, Critters, Ghoulies, The House, même les Evil Dead d'une certaine manière. Il y avait un peu de comédie. C'était des films d'horreur, mais qui comportaient des éléments là de comédie. Euh, Monster Squad, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Enfin voilà, il y en avait. Voilà, même les Freddy d'une certaine manière. Hein. Mais. Et Vampire, vous avez dit Vampire, bien évidemment. Ouais. Et il y avait les Waxwork. Donc Anthony Hiscox, c'est un premier film. Le musée de cire en français, Waxwork, qui est pour moi un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre que j'ai revu, celui-là, je l'ai poncé. J'avais une vieille cassette vidéo. Ce film, je l'avais enregistré quand il était passé sur Canal à l'époque. Qu'est-ce que j'ai pu le voir? J'adorais ce film. Euh, C'était une sorte de film à sketch d'une certaine manière. Hein. Waxwork, le pitch, c'est voilà, dans une petite ville, hein, il y a un groupe d'adolescents voilà, qui est convié à une soirée privée dans un étrange musée de cire qui vient d'ouvrir dans la ville, dans un quartier résidentiel. C'est une maison relativement gothique avec des briques rouges. Et c'est vrai qu'il y a un décalage entre cette maison, cette demeure, l'endroit où elle se situe. Et puis voilà, le fait qu'il y ait un musée de cire, voilà, en tout cas de l'extérieur, ça s'y prête pas forcément. Donc voilà, c'est un musée de cire consacré aux mythes horrifiques. Et bien sûr, les jeunes ignorent que derrière chacune des expositions, de ces scénettes que l'on va retrouver dans ce musée, quand on franchit la barrière de ces scénettes, on entre dans un monde parallèle où les personnes du coup sont exposées à ces créatures. Et si malheureusement elles meurent dans ce monde parallèle, euh, la scène est reconstituée. Et si toutes les scènes qui sont détenues dans le musée ont à chaque fois été abreuvées d'une victime, voilà, la personne qui est en charge de ce musée de cire pourrait les faire revenir à la vie et voilà, les faire voilà, revenir sur le monde quoi, et foutre le bordel. Donc ce qui est vachement intéressant dans Waxwork, bon, bah, au-delà du fait que c'est une comédie horrifique, c'est voilà, il y a un amour du genre, hein, voilà, c'est un film qui transpire de l'amour du cinéma de genre et qui est ultra référencé. Hein. Donc dans Waxwork, ça fait référence à. Il y a une scène qui s'apparente, qui est hommage, on va dire, à la nuit des morts vivants. Il y a une scène qui est excellente dans la cabane avec un loup-garou, avec une transformation de loup-garou, enfin, franchement, qui est impeccable. Hein. Voilà, pareil, il y a une scène, la scène, enfin voilà, la séquence avec Dracula, les vampires, c'est pareil, c'est génial, c'est dingue. Il y a de l'humour, notamment avec ce gars là qui est attaché là et qui sert de garde-manger aux vampires. Euh, voilà, mais qui continue à discuter comme si de rien n'était alors qu'il a la jambe qui a été à moitié dévorée. Enfin, voilà, il y a un ton un petit peu décalé, mais qui est vraiment hyper sympa. Et le film est pourtant très très gore. Hein. C'est un film, c'est pas un film pour. Ça peut être un film pour les adolescents, mais pas pour les enfants. Voilà. C'est le genre de film que l'on produisait à une époque et qu'aujourd'hui on ne voit quasiment plus. Soit c'est trop aseptisé, soit c'est peut-être trop gore, ça se prend trop au sérieux. Et là, il y avait à cette époque-là voilà, toute une galerie de films dans cet esprit-là, à la fois fun, mais violent, gore, intelligent. Voilà, un mélange des genres qui était vraiment savoureux, hein, comme moi j'adorais. Voilà, j'ai jamais considéré ces films-là comme des petits films.
Moi, voilà, Waxwork, je l'ai kiffé. La scène de la momie dans Waxwork, elle est dingue. Euh, il y avait quoi d'autre comme scène dans Waxwork? Je m'étais noté, tout. La scène de la momie. Alors, celle qui est un peu plus, oui, euh, le segment que j'aime un peu moins de Waxwork, c'est la partie avec le marquis de Sade. Voilà. C'est une partie avec le marquis de Sade, voilà, qui est un peu plus faiblard, mais voilà, le film est hyper sympa. Les décors, les effets spéciaux étaient vraiment au top. Euh, la réalisation était, c'était pas ultra technique, mais c'est un film qui est bien réalisé. C'était ça aussi. Euh, c'était une époque où on avait des petites productions qui avaient quand même des budgets suffisamment confortables pour proposer un spectacle riche et généreux. Alors qu'aujourd'hui, on a tendance à avoir des grosses productions, voilà, très standardisées, ou alors des toutes petites productions fauchées qui n'ont pas du tout les moyens de leurs ambitions. Et on n'a plus cet entre-deux, c'est une moyenne production qui pouvait contenter les amateurs de cinéma de genre dont je fais partie. Alors c'est vrai que avec les plateformes de streaming ou autres, bon, ça a un petit peu relancé le truc. Mais bon, globalement, voilà, il n'y a plus ce cinéma d'entre-deux comme on avait pu le connaître dans les années 80 qu'à 90. Et dont, bah voilà, des films comme Waxwork, Le Vampire, vous avez des vampires, étaient des fabuleux porte-drapeaux, quoi. Alors, bien sûr, succédant à Waxwork, il y a Waxwork 2 qui était encore, pour moi, quasiment même, enfin au même niveau, peut-être même meilleur que le 1, hein, qui était une suite directe. C'est-à-dire que voilà, vous pouvez regarder le 1 et vous pouvez regarder le 2 en suivant. Voilà, c'est une suite directe, hein. La seule anomalie, c'est que l'actrice qui. À la fin du 1, il y a deux survivants, hein. Et donc Sarah, qui est interprétée par Deborah Foreman, sera remplacée pour le second opus. C'est la seule fausse note. Alors dans le second opus, euh, qui, qu'on appelle également Lost in Time, le pitch est un peu différent, c'est que à la fin du 1, sans spoiler, c'est le bordel. Tout part en couille. Euh, et du coup, il y a énormément de victimes. Et forcément, la justice suspecte les deux survivants, forcément, hein. Et il y a un événement qui fait qu'il n'y a plus aucune trace de tout ce qui pourrait prouver l'innocence des deux héros. Et voilà, dans le 2, par chance, ils ont accès à un objet qui leur permet de voyager dans le temps et entre les dimensions, et qui doit leur permettre de pouvoir récupérer des preuves de leur innocence dans le monde réel. De prouver que les créatures fantastiques, les créatures horrifiques existent, et que c'est elles qui sont responsables du carnage qui s'est passé dans le premier film. Bon, bah, bien évidemment, les choses ne vont pas se passer comme prévu. Les deux héros vont être séparés quasiment dès le début du film, hein. Quasiment dès le début du film. Et voilà, pendant tout le film, voilà, le personnage interprété par Zach Galligan va essayer de retrouver Sarah. Et ce faisant, ils vont tous les deux voyager dans différentes dimensions. Et là encore, c'est prétexte à faire des clins d'œil à des grands classiques du cinéma horrifique. Donc voilà, on a une séquelle qui fait référence à Alien, qui est excellente, qui est très très bonne. On a une séquelle qui fait référence à The House of Haunted Hill, pareil, c'est une dinguerie. Euh, avec un Bruce Campbell qui est hilarant, avec une scène qui rappelle un peu celle dans le premier opus, avec le gars qui savait de garde-manger aux vampires.
Donc un mec qui arrive une grosse couille et qui continue à parler comme si de rien n'était, à faire presque des vannes alors qu'il est dans un état, il devrait être quasiment mort en fait. Il y a une scène aussi avec Frankenstein qui est démente. Voilà. Et après, on termine sur une séquence dans l'univers moyenâgeux qui est, bon, du coup, la partie la plus faiblarde du film. Avant le final qui, lui, par contre, est une dinguerie qui, du coup, là, c'est un medley d'hommages à tous les films de genre. Zombie de Romero, la scène dans le supermarché, Godzilla, enfin bon, bref, énormément de références. Donc, Waxwork 1 et Waxwork 2, je peux même pas dire que ce sont des plaisirs coupables parce que je pense sincèrement que ce sont des bons films. Hein. Moi j'adore ces films, je les ai regardés, mais vraiment un nombre incalculable de fois et je les kiffe, alors je les kiffe toujours autant. Je trouve que les effets spéciaux sont vraiment au top. Les acteurs, bon bah il y avait quand même des pointures. Hein. Voilà, dans Waxwork 2, on a quand même David Carradine hein, qui fait une apparition. On avait Bruce, bien sûr Bruce Campbell. On avait John Hyland qui est également un habitué du cinéma de Anthony Hitchcock que l'on retrouve également dans le film Sundown. Enfin, qu'on avait retrouvé précédemment d'ailleurs dans le film Sundown qui se passe entre Waxwork et Waxwork 2 hein, dans la carrière d'Anthony Hitchcock. Zach Galligan, ben, tout le monde le connaît, hein, c'est le héros de Gremlins. Hein. Donc là, dans Waxwork, il a quasiment à peu près le même âge que dans le film Gremlins, ça se passe à peu près sur la même période. Hein. Gremlins, c'est un film qui date de mémoire de, je crois que je me le suis noté, de 83. Gremlins 2 est sorti quand même bien plus longtemps après, hein, en 90. Bon ben voilà, Waxwork c'est 88, Waxwork 2 c'est 92. C'est à peu près voilà, dans le même intervalle. Hein. Deborah Foreman, actrice qu'on retrouve également dans le film Sundown, où elle joue où elle incarne un rôle, hein, le rôle d'une serveuse vampire. Que moi j'avais connu également dans le film, je sais plus comment ça s'appelle, Valley Girl, comme ça, avec Nicolas Cage, qui était un film plutôt sympa. Alors, voilà, Waxwork 1, Waxwork 2, voilà, des chefs-d'œuvre que l'on peut regarder voilà, à la chaîne. Voilà, c'est vraiment une histoire qu'on peut regarder sur 2 épisodes. Alors, malheureusement, voilà, les fans espéraient un jour peut-être un troisième opus. Bon, assez rapidement, c'était fait une raison. Hein. On espérait peut-être aussi un reboot, un remake, soft reboot. On verra, mais avec la disparition du réalisateur qui était à l'origine du projet aussi. Hein, parce que c'est lui qui avait écrit les scénarios. Hein. Ça semble quand même assez mal engagé. Alors après, dans la carrière du réalisateur, il y a d'autres films, hein, un petit peu dans ce même esprit, hein, comme ce Sundown, hein, qui est sorti en 90. Alors Sundown, c'est un film qui commence mieux qu'il ne se conclut. Voilà, ça c'est un film que quand vous le lancez, vous vous dites oh ouais c'est pas mal, c'est plutôt bien filmé, c'est l'air d'être une histoire plutôt originale. Avec voilà, avec cette famille là qui pour des raisons professionnelles aménagé temporairement dans une petite ville en plein désert là. Je crois que c'est dans le Nevada. Et puis il s'avère que dans cette ville hein, qui s'appelle Purgatory, il y a 2 communautés en fait de vampires qui s'opposent. Une qui souhaite vivre en harmonie avec les humains et, qui voilà qui fait des recherches pour
Ils ont une usine, un laboratoire où ils étudient un substitut au sang humain, hein. Et d'un côté, on a donc toute une frange de ces vampires qui, eux, souhaitent reprendre la main sur la colonie et qui veulent de nouveau placer les vampires en tête de la chaîne alimentaire. Et donc, notre petite famille se trouve plongée au milieu de tout ça. Et en parallèle, il y a un personnage qui arrive, qui est un descendant des Van Helsing et qui est interprété par Bruce Campbell, voilà, qui est plutôt sympathique dans ce film-là. Étonnamment, d'ailleurs, je le trouve beaucoup plus juvénile dans ce film-là que dans les films Evil Dead qu'il avait tourné précédemment. Donc un film qui commence mieux qu'il ne se termine. Je trouve qu'il tombe assez dans son dernier acte, assez dans le nanar, dans le téléfilm, avec des effets spéciaux un peu moyennas. Voilà, c'est un mélange des genres, ça fait un peu western. Voilà, ça vaut pas un vampire de John Carpenter voilà, ou aux frontières de l'Orbe ou autre. C'est pas. Voilà, c'est un film. Voilà, oui, bon, il y a toujours cet humour, hein, mais ouais, là, voilà, moi, j'aime pas trop. Je trouve que l'affiche du film, par contre, elle est terrible. L'idée de base, ça aurait pu être vraiment excellent, mais le film ne tient pas ses promesses. Voilà, alors David Carradine, qui interprète le comte dont j'ai oublié le nom, et qui lui, à la tête des vampires, on va dire, qui veulent vivre en harmonie avec les humains, lui, il a la classe, il est plutôt cool. On a John Ireland, qui a interprété le roi dans Waxwork 2, dans le segment moyenâgeux. Ben lui, il interprète Ethan Jefferson, le méchant, l'antagoniste, qui est à la tête des vampires qui veulent renverser le comte et arrêter voilà, de faire des vampires, des humains là, de seconde zone. Voilà, Bruce Campbell, un personnage qui devait normalement être hyper intéressant en tant que descendant de Van Helsing, très rapidement ça devient un petit bouffon. Voilà, voilà, dans ce film, pour le coup, l'humour, rien ne fonctionne véritablement dans ce film. Donc c'est pas trop mal filmé. Certains décors font quand même très très cheapos, hein, notamment la demeure du comte. Euh, voilà, c'est un film qui n'a pas eu sans doute le budget de ses ambitions. Sans faire de ma part, c'est un film qui a été écrit également par Anthony Hiscox en association avec un autre scénariste, mais voilà. C'est un film qui est devenu culte, voilà, avec le temps. Mais voilà, je trouve que c'est pas forcément, c'est dommage. Voilà. Sundance, moi, c'est pas un de mes films préférés là, de Hitchcock. Après, par la suite, il y aura eu Hellraiser 3. Hellraiser 3 en 92. Donc voilà, là c'était voilà, une grande période pour Anthony Hitchcock. Hein. Il a quand même tourné dans pas mal de franchises, de grosses franchises du cinéma de genre. Bon, Hellraiser 3, c'est un gros nanar. C'est un nanar sans nom qui a le mérite de mettre en vedette un personnage féminin. Mais par contre, voilà, l'histoire elle était complètement pourrie. Les effets spéciaux, ceux à base de CGI, sont complètement dégueulasses. Et puis les méchants qui accompagnent le méchant, alors je sais plus comment il s'appelle, Pinkhead ou pas quoi, c'est celui qui a toutes les épingles partout. Bon, bah lui, il a voilà, une apparence qui est établie. Mais du coup, là, il est accompagné de tout un tas là, de partenaires là, du chaos. Là. Alors, il y en a un, il a des espèces de CD là, sur la tête, comme ça. Des CD, ouais, des disques, des laserdiscs, enfin bref. Et il se sert de ces CD
Bah, pour tuer, voilà, pour tuer. Bah, c'est complètement ridicule. C'est complètement nawak, c'est même pas marrant, c'est juste naze en fait. Il y en a une autre, alors, bon, on imagine que de son vivant, elle a dû mourir d'un cancer de la gorge. Alors, dans sa forme monstrueuse, elle a une grosse cigarette là, qui crache de la fumée en permanence. C'est pareil, c'est complètement naze. Donc voilà, effets spéciaux pourris, des créatures pourries. Voilà, Hellraiser 3, ça vaut pas tripette. Hein. Après, il y a eu Warlock The Armageddon, sauf erreur de ma part, c'est le numéro 2. Et lui, par contre, c'était plutôt un bon film. Hein. Warlock 1 était sympa, le 2 est même meilleur que le 1. Donc ça, Warlock 2, The Armageddon, ça c'est pas mal. Le 3, par contre, de mémoire, était un sombre bousin. Mais Warlock et The Armageddon, alors ça fait un petit moment que je ne l'ai pas vu, mais voilà, c'était un film que j'avais plutôt aimé. Après, il y a eu Prince Valiant en 97. Prince Valiant en 80, avec Catherine Hegel, qui était l'adaptation donc, du coup, de la BD du Prince Valiant, qui était plutôt un film plutôt sympa. Voilà, c'est un film qui a été. C'était un gros budget. Je crois que c'était sans doute même le plus gros budget qu'il y a eu à gérer Anthony Hitchcock. Euh, et ça a fait un four au box-office. C'était pas la période. De toute façon, les films moyenâgeux au cinéma, c'est rarement des gros succès. Je crois que l'un des plus gros succès, c'était Kingdom of Heaven de Ridley Scott. Et même celui-ci, il n'a pas fait non plus un score mirobolant au box-office international. Donc Prince Valiant, ça a été un gros bide. Ça a été sans doute l'un des événements majeurs hein, de la mise peut-être en retrait là, de la carrière de Anthony Cox. Le film n'est pas désagréable. Après, on est dans une fantaisie, enfin dans un univers médiéval quand même assez trop propre pour moi. Trop un peu conte, trop. Bah, c'est trop propre. Et quelque part, on retrouve un petit peu les défauts que l'on avait dans Waxwork 2, dans le segment médiéval. Quelque chose un peu trop lisse, un peu trop. Voilà. Une époque moyenâgeuse qui est voilà, plus lumineuse que ce qu'elle était. Voilà, c'est pas le genre de film moyenâgeux que j'affectionne, mais en tout cas, Prince Vaillant, c'était pas non plus un mauvais film, c'était l'adaptation voilà, d'une BD, et en tant qu'adaptation de cette BD, ça restait une bonne adaptation. Après, moi, je n'appréciais pas spécialement la BD de Prince Vaillant. Mais après, voilà, Prince Vaillant n'est pas un mauvais film. Et après, par contre, il y a un film que j'apprécie particulièrement, c'est plutôt même un téléfilm, c'est Full Eclipse. Hein. Full Eclipse avec cette histoire là d'inspecteur là qui est gravement blessé et puis à qui on injecte un sérum et qui lui permet de se régénérer de ses blessures et qui lui permet aussi voilà, de se transformer en compagnie d'autres inspecteurs en loup-garou pour affronter de dangereux criminels. Ah, voilà, Full Eclipse, le pitch était hyper sympa. De mémoire, il y avait des transformations qui étaient plutôt cool dans le film. Voilà, c'était un téléfilm, mais un téléfilm avec. Il y avait Mario Van Peebles dedans, de mémoire. Et c'était voilà, un spectacle tout à fait honnête. Voilà, voilà, pour un téléfilm, c'était. Moi j'avais trouvé ça vraiment excellent. Donc Full Eclipse, c'était une super bonne surprise. Mais bon voilà. Pour moi, Anthony Cox, c'est essentiellement deux films, hein, Waxwork 1 et Waxwork 2. Des films voilà, que j'ai revus, mais vus, poncés dans. Voilà, j'adore ces films. Hein. Euh, voilà, je parlais tout à l'heure de Waxwork, mais voilà, c'est la saga Vampire, vous avez dit Vampire, le 1 et le 2, ça c'est pareil. Mais je kiffe. C'était génial. Alors, les remakes qu'ils en ont fait, ils ont perdu ce côté un petit peu décalé qu'il peut y avoir. Et du coup, il y a un côté trop je me prends en sérieux qui fait que bon bah ça fonctionnait pas. Donc je déteste
les remakes qu'ils ont fait. Il y en a eu deux. Deux nanas. Hein. Et House. Alors là, il y en a eu toute une branlée. Le 1 est pas mal, mais alors le 2, ça c'est du génie. Hein. House 2, c'est un chef-d'œuvre. Et ça, c'est vraiment une caractéristique de l'époque, c'est qu'il y avait beaucoup de petits films d'horreur. Voilà, le réalisateur se faisait un nom, gagnait en autorité avec un premier opus, et puis du coup, comme ça fonctionnait, on lui donnait un budget plus important, et là, il pouvait vraiment, dans un second opus, envoyer la purée, et voilà, et puis raconter vraiment l'histoire qu'il avait envie de raconter avec un maximum d'effets spéciaux. Donc bah, c'est ce qui s'est passé aussi pour House. Hein. Bah, le 2, bah, on sent qu'on a gagné en budget, voilà, il y a plein d'idées de génie, des chevaux squelettes, enfin bon, House 2 c'est une dinguerie. Après, par la suite c'est devenu de la merde, mais le 1 était sympa, mais le 2 c'est une dinguerie. Et on a exactement la même chose pour la saga Critters. Hein. Le 1 était sympa, mais le 2 c'est une dinguerie. Hein. Le 2 c'est une dinguerie avec ces extraterrestres qui arrivent sur Terre pour chasser les Critters, avec d'autres dont un c'est un métamorphe. Voilà, qui pour se fondre parmi les humains prend l'apparence d'une playmate. Après cette scène avec les Critters qui forment une grosse boule là. Enfin, Critters 2 c'est un chef-d'œuvre. Hein. Après, bien évidemment, la saga Evil Dead, tout le monde connaît. Hein. Le 1 qui est excellent, le 2 qui était un remake du 1, mais qui va un peu plus loin, qui était pareil, qui était terrible. Et puis Evil Dead 3 qui pour moi est le meilleur, pour moi. Où là ça part dans le grand n'importe quoi, dans un univers médiéval d'heroic fantasy avec... c'est nawak, mais ça c'est une dinguerie. Alors chacun de ces films que je vous ai présentés ont eu la chance d'être édités dans des super coffrets Blu-ray, DVD, remasterisés. Bah, le parent pauvre, bah, c'est bien sûr les Waxwork. Hein. Alors Waxwork, il y a eu le 1 a été édité en Blu-ray. Je sais plus quel est l'éditeur, est-ce que c'est le Chat qui fume ou ESC. En tout cas, il y a eu une bonne édition Blu-ray qui est sortie de Waxwork 1. Par contre, Waxwork 2, bah lui, on en est toujours à une vieille édition DVD toute pourrie avec une jaquette toute pourrie. Je sais pas d'où elle sort celle-là. Je ne la connaissais pas, mais elle est vraiment dégueulasse. Voilà. Et en plus, voilà, ma pauvre édition, elle est toute rayée. Donc voilà, ça, c'est sûr que le jour où ils sortent un coffret collector de Waxwork, je serai le premier à l'acheter. Donc voilà. Si vous ne connaissez pas Waxwork 1 et Waxwork 2, voilà, vous pouvez vous les procurer et vous faire une bonne petite soirée popcorn. Franchement, si vous êtes amoureux de cinéma de genre, des films comme ça, à sketch, parce que bon, c'est un peu ça, hein, c'est un prétexte, mais c'est le principe du film à sketch. Avec des effets purs qui restent tout à fait qualitatifs. Hein. Bon, bien sûr, les effets numériques, tout ça, on vieillit. Mais tous les effets pratiques, hein, les maquillages, les décors, tout ça, ça reste vraiment tout à fait acceptable, y compris à notre époque. Et bien, vous n'avez plus qu'à vous jeter dessus. Hein. Et puis, ça fera honneur à ce réalisateur qui nous a quittés dans l'indifférence la plus totale. Voilà. Heureusement que l'écran fantastique était là pour relayer cette info. Hein. Voilà, sinon j'aurais continué à vivre dans l'illusion que voilà, ce petit génie est en train de vivre tranquillement au Mexique à siroter des mojitos. Et ben non, là il sirote des pissenlits par la racine, le pauvre. Voilà.
c'est tout pour cette petite vidéo hommage à un réalisateur qui, voilà, qui est pas un grand réalisateur, hein, on va pas se mentir. C'est pas Steven Spielberg, hein, mais voilà, qui a quand même fait des films qui ont compté. En tout cas, pour moi, qui ont compté. Et que je souhaitais voilà, vous partager. Si vous ne les connaissiez pas, allez, à bientôt pour une prochaine vidéo.